Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Sigmund Freud, le délire et les rêves dans Gradiva de Jensen. Bas-relief d'une jeune femme qui n'attirait pas par la beauté de ses formes mais par le charme simple et naturel. Norbert Arnold désigna cette sculpture Gradiva, celle qui s'avance. Son apparence en donnait involontairement l'idée. Elle était d'origine hellénique. Il rêva un rêve effroyable et terrifiant. Il était dans l'ancienne Pompéi, le 24 août 79, jour de la terrible éruption du Vésuve. Gradiva était pompéienne. Il a reconnu du premier coup d'œil. Les vapeurs de soufre l'avaient étouffé. Il se réveilla avec les cris des habitants de Pompéi. Le bas-relief était un monument funéraire. Ses sens sont troublés par le rêve. Arnold était à la tête d'une fortune considérable, maître souverain de ses faits et gestes, et ses goûts n'avaient pas besoin d'aucune autre autorité que lui-même pour être approuvé. Fils unique d'une professeure d'université qui avait fait des découvertes touchant l'Antiquité, il suivra la même voie pour conserver et si possible augmenter le lustre du nom de son père. Cette tâche lui incombe. Resté seul après la mort de ses parents, il était resté fidèle à cette idée. Il avait de l'imagination qui s'exprimait en rêve. Ressemblance avec son canari emprisonné étroitement dans sa cage. Il avait le sentiment qu'il lui manquait quelque chose. Il alla à Rome en faisant l'expérience d'être jeune, riche et indépendant, poussé à ce voyage par un sentiment indéfinissable. Il voyait des femmes ayant choisi des hommes de manière incompréhensible et des hommes ayant porté leur choix sur des femmes qui lui paraissaient encore plus mystérieux. Il s'établit dans un hôtel qu'il connaissait déjà afin de pouvoir chercher sans hâte un appartement particulier à son goût. L'air italien dont il n'avait pas l'habitude et les longues marches le fatigua. Il habita une chambre près des fouilles de Pompéi. Le cône du Vésuve, tout près, dominait des champs de lave. Un couple qui n'était pas sans cesse à roucouler, deux frères calmes, le silence et le savoir. Les tracasseries des mouches lui étaient insupportables et il se mit en état de fureur. Il avait été amené ici par son manque de réflexion et pris la décision d'en tirer au moins quelques profits scientifiques. De Pompéi retentissait une sorte de murmure qui semblait sortir des pierres que seul réveillait le doux chuchotement du vent du sud. Norbert ne désirait qu'une chose, pouvoir être tranquillement assis dans son cabinet de travail, un bon livre entre les mains, au lieu de s'être engagé sans raison dans ce voyage de printemps. Un sixième sens se manifestant en lui, ou plutôt transporté par l'effet de ce sens, dans une disposition d'esprit étrangement songeuse. Le soleil sortait de leur engourdissement funèbre les vieilles pierres. Les morts se réveillaient et Pompéi recommençait à vivre. Devant lui, c'était bien elle. Il la voyait distinctement et elle inclinait légèrement en avant sa tête. Elle ne se fit clairement reconnaître qu'en marchant. Le pied qui restait en arrière se dressait un instant sur sa pointe, le talon presque verticalement relevé. Sans comprendre lui-même son impulsion intime, il était parti pour l'Italie, jusqu'à Pompéi, afin de voir s'il pouvait retrouver ici la trace de Gradiva. Une figure de rêve était réalité. Un lien l'unissait au culte du dieu du soleil. Il avait maintenant la vision de son image qui s'éloignait.
Venait-il d'avoir devant lui une créature réelle ou une fille de son imagination? Gradiva continuait de vivre sa vie apparente à midi, heure des fantômes, et elle se trouvait assise devant lui. « Es-tu Atalante ?» Elle le regarda sans répondre, sans changer l'expression calme et prudente de ses yeux. Il quitta le grec pour le latin. « Ton père est-il un noble citoyen de Pompéi ?» Elle ne pouvait parler. « Il faut que vous parliez en allemand. Je t'ai appelé, un papillon doré sorti des coquelicots. Reviendras-tu demain ?» Elle ne se retourna pas. Il avait été tout à fait insensé de penser s'être assis aux côtés d'une jeune Pompéienne, ressuscitée et plus ou moins incarnée. Et cette idée bien distincte de sa folie faisait faire incontestablement à Arnold un progrès considérable sur le chemin du retour à la raison. Gradiva, celle qui resplendit en marchant. Le changement des circonstances entraîne aussi un changement dans l'âme de l'homme, en même temps qu'un affaiblissement concomitant de la mémoire. Il m'est depuis longtemps apparu qu'une femme ne vaut qu'autant qu'elle libère l'homme des soucis domestiques. Le rêve éveillé rêve jamais vraiment rêvé, mais attribué par les romanciers à leurs personnages imaginaires. Freud a montré que le rêve est la représentation d'un désir. La majorité des désirs regardant vers l'avenir. Le rêve est un désir réalisé. Les rêves ne seraient que des soubresauts et non des mouvements expressifs de la vie psychique. La pensée et l'affectivité des hommes se poursuivent dans les rêves, figurant l'état d'âme de leurs héros. La vie psychique a moins de liberté et de caprice qu'on ne tendrait à le croire. Wilhelm Jensen qualifie lui-même Gradiva de fantaisie pompéienne. L'intérêt du héros de ce récit pour ce bas-relief constitue le fait psychologique fondamental du petit roman. Toute la science du jeune archéologue se met au service du fantasme. Conviction que Gradiva avait vécu à Pompéi, imagination ardente qui se manifeste en rêve et en veille. Il savait même le son de sa voix. Sa délicatesse est de nature érotique, rencontre avec Gradiva qui s'appelle en fait Zoé, qui veut dire la vie. Comme son père Arnold, enfoui dans la science, est tenu par elle à l'écart de la vie, Zoé. Il oublie ce qui en psychopathologie est un refoulement, souvenir refoulé pour son amitié d'enfance, pour Zoé Bertgang. L'ironie se mêle à l'amertume. Ce voyage à Pompéi constitue un type parfait de l'acte accompli sous l'empire d'un délire. Un psychiatre rangerait ce délire dans le groupe des paranoïas et le qualifierait d'érotomanie fétichiste, dans cet amour pour une image de pierre. Sous nos yeux, le délire évolue vers la guérison grâce à une heureuse conjecture. Comment l'intérêt revient de la pierre à la vie. Le mélange de tendresse et d'agressivité se traduit en érotisme inachevé de l'enfance. Depuis, Binet, nous cherchons à ramener le fétichisme à des impressions érotiques d'enfance. Inconscient est un terme descriptif, refoulé et dynamique, et une aspiration à se manifester. Le combat entre la puissance de l'érotisme et les forces qu'il refoule s'extériorise par un délire. Érotisme réprimé, le délire ne trouve pas de fin. Le relâchement permet la formation du rêve, qui est le meilleur chemin pour parvenir à la connaissance de l'inconscient psychique. Le rêve et le délire émanant de la même source du refoulé. Lors de l'apparition de Zoé Bertgang, sous les traits de Gradiva, c'est une tentative de libérer l'amour refoulé, ayant trouvé dans un symptôme un compromis, une pauvre issue. Gradiva appartient en réalité à l'apogée de l'art grec et se trouve au musée Chiaramonti du Vatican.
sous la cote 644 et a été étudié par Hauser. D'autres fragments au musée de Florence et de Munich forment les ors, déesses de la végétation et apparentées à celles de la rosée, qui féconde. Jensen a indiqué le bas-relief comme étant romain. Dans le dernier roman de Jensen, Étranger parmi les hommes, il y a des choses relatives à la jeunesse du romancier qui décrit la destinée d'un homme qui reconnaît une sœur dans la bien-aimée. Sigmund Freud, le délire et les rêves dans Gradiva de Jensen. Merci.